Bonjour à toi et bienvenue sur Faire et Défaire. Je suis Alice et avec ce podcast, je collecte les histoires des personnes qui m'inspirent, par ce qu'elles font, par ce qu'elles sont et par les projets qu'elles construisent. Si tu veux me soutenir, tu peux d'ores et déjà noter ce podcast 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça m'aidera énormément. Merci beaucoup par avance. Pour cet épisode, je retrouve Léa Schaffhauser dans sa boutique au 10 bis rue Lamartine dans le 9e arrondissement à Paris. Léa est créatrice de sa propre marque de vêtements pour femmes qui s'appelle Les Sauvageonnes. Cette marque, elle a la particularité d'être éthique et éco-responsable. Léa nous en dira un petit peu plus sur ce que ça veut dire au cours de l'épisode. Elle a monté sa marque juste à la sortie de l'école et en seulement 2 ans, elle a été capable d'ouvrir sa première boutique qui est donc là où nous enregistrons. Avec Léa, on a parlé de faire vivre son projet, de passer à l'action pour le lancer, d'en vivre aussi, d'Instagram et de comment elle crée. Ça va ? Ouais. On est parti ? Je sais pas. J'hésite encore. Est-ce que je peux m'enfuir de ma propre boutique? J'ai déjà été vendeuse, je peux tenir le truc. Donc moi je voulais qu'on se voit pour discuter de ton projet. Moi j'ai été super intéressée par ton parcours, par ton profil. Moi je me suis intéressée à la mode plus jeune et sauf qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la mode plus jeune et qui ne finissent pas par créer une marque. D'autant plus à la sortie de l'école et ça fait beaucoup de rareté. C'est rare, mais il y en a de plus en plus sûrement oui, à la sortie de l'école. De même que moi je fais une école de commerce, il y a de plus en plus de personnes qui créent des entreprises pendant l'école, à la sortie de l'école, etc. Donc évidemment il y a un regain de création d'entreprises, d'entrepreneuriat, une fibre entrepreneuriale qui se développe, mais moi je suis hyper intriguée par ça parce que je suis assez admirative de ça et voilà. Et en plus je trouve ça super intéressant que aussitôt tu aies commencé à développer ta marque, tu te sois en plus lancée sur le fait de faire des ateliers et aussi jeune avoir la volonté de transmettre, je trouvais tout ça intéressant, donc j'avais plein de questions. D'accord, j'y répondrai avec plaisir. Ok. Bonjour Léa et merci de me recevoir dans l'atelier des Sauvageonnes. Merci à toi de venir m'interviewer. Du coup, présenter un petit peu rapidement ton profil. Donc toi, tu as été diplômée du coup de l'atelier Chardon-Savart en 2016 et tout de suite après, tu as créé donc Les Sauvageonnes. Voilà, alors il y a quand même eu un petit temps de réflexion entre le moment où j'ai lancé la marque vraiment et le moment où je suis sortie de mon stage de fin d'études. Il y a eu à peu près 1 an entre les deux, donc ça a été quand même pas tout de suite, mais oui, tout de suite après mes études finalement. J'ai pas travaillé entre-temps sur autre chose que sur ma marque. D'accord, pendant 1 an, du coup, tu as réfléchi aux Sauvageonnes, à ce que tu voulais faire comme projet. J'ai continué à me former en faisant des cours du soir avec la mairie de Paris dans l'entrepreneuriat, justement. D'accord. J'ai fait quelques stages d'une semaine, des formations d'une semaine comme ça, dédiées particulièrement à l'entrepreneuriat dans le textile. Mais sinon, voilà, c'était, je travaillais de mon côté et puis le reste, j'avais 1 ou 2 cours par semaine comme ça pour me former un peu mieux sur tout ce que je connaissais pas en fait dans la création d'une entreprise, quoi. C'est super intéressant, j'y reviendrai. Et du coup, donc tu as lancé Les Sauvageonnes en 2017, donc qui est une marque de prêt-à-porter de vêtements féminins. Voilà. Et qui s'inscrit dans la démarche slow fashion. Et par là, si j'ai bien compris, on entend tout ce qui va être consommation et production éthique et responsable. Voilà, exactement. Donc, tout est fabriqué à Paris. Tous mes vêtements sont fabriqués à Paris. Je travaille surtout avec des modélistes freelance. J'ai voulu travailler un moment avec un atelier de réinsertion, pour des personnes en réinsertion professionnelle, mais ils demandent des trop grandes quantités de vêtements à produire, donc j'ai pas pu pour l'instant travailler avec eux, mais c'est un projet qui va arriver, je pense, dans les mois qui arrivent, dans les mois qui suivent. Donc voilà, donc tout est fabriqué à Paris. J'essaye de faire très très attention. Je fais très attention aux matières utilisées. Donc je travaille avec du tissu fabriqué en France et bio certifié GOTS. Donc il y a un label qui certifie donc que tout est... Alors, comment expliquer ça clairement? En gros, que tout est fait dans le respect de l'homme et dans le respect de l'environnement, finalement. En gros, c'est ça.
Et GOTS, c'est les initiales de... Global Organic Textile Standard. Et c'est un label international? Voilà, c'est un D'accord. label international. Je crois, j'ai l'impression que c'est le label le plus sérieux dans tout ce qui est éthique, parce qu'ils ont vraiment un cahier des charges très, très précis c'est très strict au niveau encadrement de l'humain et de l'environnement. Les teintures doivent être vraiment clean, la production de coton doit être, elle est très surveillée, et les conditions de travail aussi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je travaille avec un label, mais après, c'est pas forcément gage de meilleure qualité que quelqu'un qui n'a pas de label, qu'un fournisseur qui n'a pas de label, mais ça garantit tout ça, tout le côté éthique qui est garanti grâce à ce label. Et donc, je travaille donc avec ce genre de matière, et je travaille aussi avec des tissus issus de surplus de maisons de couture. Ok. Donc là, c'est plutôt soit je les trouve soit dans des recycleries, ou c'est des maisons de couture, par exemple, qui souhaitaient carrément se débarrasser de leur rouleau de tissu, leur fin de tissu, et qui allaient finir finalement à la poubelle, ou alors c'est des dons, des maisons de couture aussi. C'est-à-dire qu'une maison de couture peut t'appeler et te dire bonjour Léa, j'aimerais... Alors pas direct, justement ça passe pas par moi directement, donc là ça passe par, il y a par exemple une association qui s'appelle La Réserve des Arts, qui se charge donc de récupérer du matériel, toutes sortes de matériel, hein, c'est pas que du tissu, il y a du mobilier, des planches de bois, de la mercerie, du tissu, du cuir, il y a plein de choses qu'ils récupèrent en fait comme ça par des dons, majoritairement d'après ce que j'ai compris avec eux. Et sinon, non, il y a aussi des fournisseurs en fait qui tout simplement rachètent les fins de rouleaux des maisons de couture. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas un don, mais ils revendent leur tissu. Et c'est vrai que souvent dans la mode, avant c'était très rare parce que c'est des tissus qu'ils font fabriquer, et en général surtout quand c'est des maisons de luxe, c'est rare qu'ils acceptent que leur tissu soit réutilisé justement dans d'autres... c'est tellement confidentiel le milieu de la mode. Voilà, il y a tout un processus de fabrication et tout, même dans le tissu, que finalement on ne partage pas. Et là, de plus en plus, pour éviter le gaspillage, les maisons de couture jouent le jeu aussi, et arrêtent de jeter. C'est bien. Et aussi dans l'idée d'arrêter de jeter, moi je réutilise aussi les chutes de mes propres tissus, du coup, pour faire des accessoires, des headbands, des tote bags, des trucs comme ça, voilà. D'accord, c'est super. Oui, du coup, tu as appelé la marque Les Sauvageonnes, et j'avais lu que c'était parce que quand tu étais petite, ta mère, elle t'appelait la Sauvageonne parce que tu avais les cheveux dans les yeux. Ouais, c'est rigolo, ça m'est resté. Et avant même de savoir ce que je voulais faire vraiment comme marque de vêtements, je savais pas trop vers quoi j'allais m'orienter, mais j'avais ce nom de marque dans la tête du coup depuis plus de 5-6 ans maintenant. Donc avant même vraiment d'avoir le projet fixé de marque éco-responsable prêt-à-porter féminin. Et en fait, oui, c'est ma mère qui m'appelait comme ça, qui me disait que j'étais une petite sauvageonne parce que j'étais un peu... j'avais les cheveux en bataille, je me souciais pas trop de mon apparence, mais finalement, c'était ça représente un peu toute l'innocence et toute l'insouciance en fait de l'enfance, et ce que je veux représenter aussi maintenant par ma marque, c'est pouvoir porter des vêtements confortables, mais sans se soucier justement de ce à quoi on ressemble dans la journée, parce qu'on est bien dans ses vêtements, et puis on est stylé quand même. Et c'est tout à ton honneur, parce qu'on a exactement besoin de ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est toute l'insouciance aussi de la femme qui je sais comment expliquer ça. C'est compliqué, mais c'est un état d'esprit où en gros on est bien dans ce qu'on porte, et on se sent belle,
voilà, sans avoir besoin de se regarder 30 fois par jour dans le miroir. Est-ce que toi, tu y arrives à pas te regarder Oui. C'est tentant, j'imagine, à la boutique, on a un miroir, on peut passer... Non, je me regarde jamais dans le miroir de ma boutique. En plus, c'est vrai, ça m'arrive vraiment très rarement. Sauf quand je dois essayer des vêtements, justement, pour voir comment ça tombe, quand je suis dans le processus de prototypage, que je veux créer un nouveau vêtement. Là, je regarde un peu, mais je me regarde pas, moi, directement mon visage, c'est plus... voilà. Mais ouais, je suis pas justement trop pour... Aujourd'hui, on a un rapport à l'image hyper... je dirais pas malsain, mais presque, où on passe son temps à se regarder à travers nos photos, des miroirs, etc. Et justement, j'ai envie qu'on s'éloigne un peu de ça et qu'on se sente juste bien sans avoir besoin de vérifier de quoi on a l'air toute la journée, quoi. Je trouve que c'est vrai qu'on le fait déjà beaucoup. Alors quand tu me dis pas malsain mais presque, je me dis qu'est-ce que tu imagines comme étant ce qui a nous ferait de basculer vers le malsain? C'est d'être obsédé par son image. Rien, enfin, le selfie en lui-même, c'est pas quelque chose d'hyper normal, c'est qu'on on a besoin de se rassurer sur ce à quoi on ressemble et si on est bien dans les normes, etc. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est la société qui veut ça maintenant, donc... Et aujourd'hui, cet aspect justement quand même de l'image, toi tu l'utilises comment? Parce que tu as aussi développé les sauvageonnes notamment grâce à Instagram. Du coup, comment tu fais pour à la fois utiliser donc le royaume de l'image c'est dur. Et sans tomber dans une spirale justement qui veut forcément ramener le regard sur soi et la comparaison avec la représentation du beau et ce à quoi on devrait ressembler. Mais en vérité, moi je me passerais bien d'Instagram. C'est juste que c'est un bon moyen de se faire connaître, de faire connaître la marque, de partager ses valeurs. Mais c'est vrai que je préférerais faire ça via des textes et des photos, peut-être des articles sur un blog, que sur juste de faire passer ça par l'image. Parce que finalement, sur Instagram, on ne lit pas trop ce qu'il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la légende, ouais, on la lit pas vraiment, ou alors... quand on suit quelqu'un vraiment qu'on aime, et voilà. Mais en ce qui concerne les marques, c'est vrai que moi je m'en passerais bien parce que c'est très superficiel et puis je sens qu'il faut toujours rapporter de nouvelles images, du nouveau contenu. Et même si dans la mode, dans la mode que moi je souhaite créer, je veux pas cette course justement à la production, à la surproduction et au rythme effréné justement qu'on nous impose en ce moment, Instagram reste, je trouve, dans cette frénésie justement de devoir poster. Sinon, si on ne poste pas assez régulièrement, on perd des followers, on risque de moins vendre. Voilà, moi c'est un peu ma bataille Instagram. je le fais parce que j'ai pas le choix finalement. Ça ne me déplaît pas, c'est pas déplaisant, mais c'est pas ce que je préfère en tout cas. Et si je le fais, c'est pour essayer de partager mes valeurs et les valeurs de ma marque surtout. Et comment du coup t'en es venue à justement utiliser Instagram? Quels sont les avantages que utiliser la plateforme t'a apporté? Disons que ça donne une visibilité, hein, c'est sûr. On peut les stories c'est pas mal parce que du coup quand on a un message à faire maintenant en plus les stories on les regarde presque plus que le feed. Mais c'est vrai que par exemple il y a donc le week-end dernier j'ai passé quelques jours à La Rochelle, on s'est baladé à la plage avec ma mère et on a ramassé en 5 minutes on a ramassé vraiment plein de déchets, de matières plastiques, de cordes, mais sur une toute petite plage. Impressionnant. Et donc on s'est retrouvés avec pas mal de trucs en main, on savait même plus quoi en faire, donc on a tout mis dans un gobelet qu'on avait trouvé, mais voilà, on en avait plein les mains, donc en 5 minutes on avait les mains pleines de déchets. Et ça, je l'ai partagé tout de suite sur mes réseaux sociaux et j'ai eu quelques retours de personnes qui me disaient bravo, continue. Mais moi, ce que je veux faire, c'est pas montrer ce que moi je fais, c'est tout le monde peut faire ça, donc il faut faire passer un message.
voilà, il faut partager ça. Donc cette plateforme en ça est super. Voilà, moi c'est juste le côté plus juste de l'image qui me dérange un peu et de la représentation qu'on se fait de la femme aussi parfois dans les marques, de voir toujours le même type de femme avec le même type de taille, enfin voilà. Mais bon, voilà. Et justement, toi, comment tu t'es intéressée à la mode et à quel moment tu t'es dit que ça allait être ton métier? Bah justement quand j'étais petite, justement, je dis justement par rapport au nom, au nom de la marque. Mais oui, quand j'étais petite, je devais avoir 8 ans à peu près, devant un reportage Arte. Alors on se dit mais qu'est-ce que fait une enfant de 8 ans devant Arte? Bah, je sais pas ce qui s'est passé. On zappe et on se retrouve après-midi, les zouzous commencent à Arte. Voilà, c'est comme ça qu'on commence. C'était peut-être mes parents qui regardaient, je ne sais pas, mais en tout cas c'était donc un reportage sur la haute couture. Et je me rappelle qu'il y avait donc John Galliano qui alors c'était les dessous en gros de la haute couture, comment on partait d'une idée jusqu'au défilé quoi. Et ça m'avait émerveillée. Vraiment, j'avais trouvé ça magnifique et je me suis dit je veux faire ça. Alors moi au départ quand on commence à penser à la mode, on pense tout de suite à la haute couture parce que c'est ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est ce qui fait rêver finalement, c'est les robes de princesse quand on est enfant, voilà, ça donne envie. Et puis à un moment j'ai voulu être costumière en fait parce que justement tout cet aspect ça va. ça arrive. Ça va, tu t'es pas brûlée? Ah non du tout, j'en ai juste mis sur la table. Ah, attends, je vais juste éponger ça. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, ça va, je l'aide. Pour une fois que j'en fous pas sur mes appareils électroniques. Et puis là, il y en avait plein. Enfin, je veux dire, il y avait de quoi faire une gaffe. Hop. Voilà. Je les ferai mieux après. Je me rappelle plus. Donc tu disais que tu voulais être costumière, donc justement dans l'idée des robes des princesses. Voilà. Donc en fait, ça m'était venu parce que la haute couture finalement ça paraît aussi un peu inatteignable d'une certaine sorte. Complètement. Puis costumière c'est plus terre à terre dans le sens où on coud des vêtements, on fait pratiquement tout, enfin pas forcément mais on peut tout faire tout seul. Et c'est vrai que du coup, j'avais imaginé être costumière à un moment, puis le métier de styliste m'est revenu assez naturellement, parce que j'avais une copine qui avait sa mère qui était styliste et qui avait ouvert une petite boutique d'ailleurs dans la ville où j'habitais. Et on avait fait justement un exposé sur le métier de styliste, je me rappelle. Ça, c'était en CM2. Donc, il y a eu un peu de cheminement, la réflexion de mes 8 ans jusqu'à mon CM2. Mais après, au collège, je savais plus trop ce que je voulais faire. J'étais pas fixée spécialement là-dessus. J'avais toujours ça dans ma tête. Mais bon, je me laissais le temps de réfléchir, de voir. Et puis au lycée, ça s'est confirmé. Comment ça s'est confirmé, du coup? Parce que j'imagine que on a tous eu ça au collège ou au lycée. Il y a des filières. On sait qu'il y a un moment à horizon plus ou moins lointain, dans 5 ans ou 2 mois, on doit choisir une filière. Mm-hmm. Et tout ce qui ne correspond pas naturellement à ce qui est facilement représenté dans la société et dans les filières, je trouve qu'il y a un petit peu une injonction quand même à dire ça serait quand même bien que tu choisisses un truc qui rentre dans un de ces 3 trucs s'il te plaît, même s'il y en a d'autres. En plus il y a des filières qui sont quand même beaucoup plus valorisées que d'autres, et puis alors après si on a des parents qui poussent pour l'une ou pour l'autre, ça n'arrange rien. Et du coup je trouve ça assez en fait, je suis très admirative de ceux qui ont réussi à s'éloigner de ça et à suivre ce qu'ils voulaient vraiment faire à ce moment-là, parce que ça devait être dur en fait. Et je voulais savoir un peu toi comment t'as gardé le cap. C'est vrai que c'était dur parce que je me rappelle qu'au collège déjà j'en avais marre des études, dans le sens où j'étais bonne élève, vraiment j'avais des super bonnes notes mais je savais pas vraiment pourquoi je travaillais, dans le sens où j'allais pas vers ce à quoi finalement je me dirigeais, c'est-à-dire plus les arts. Alors j'étais pas forcément
à fond styliste, mode, etc. Mais je savais qu'en tout cas, ça allait se diriger vers les arts, mon futur métier. Donc, les cours d'art plastique, c'était mon moment favori de la semaine. Mais j'ai quand même tenu le cap des notes, etc. Parce que mes parents voulaient absolument que je fasse une filière générale et que je puisse changer d'avis si jamais j'en avais envie au cours de ces années. Donc après, j'ai fait un lycée, je suis rentrée au lycée, puis j'ai fait un bac ES, donc général, hein, on ne peut pas faire plus ouvert surtout. J'étais pas, franchement, en première terminale, je me sentais pas à ma place du tout. Tout se passait très bien au lycée, j'avais des super amis avec qui, aucune de mes amies ne voulait faire la même chose, c'était rigolo, on avait toutes des idées très différentes de nos futurs métiers, mais en revanche, à part une autre amie qui s'est dirigée vers le cinéma, tout le monde était plutôt dans des catégories de métiers qu'on connaissait bien, journalisme, école de commerce, histoire, des choses peut-être plus... on a l'habitude vraiment de côtoyer, en tout cas quand on est à l'école, quand on est au lycée, des choses dont on entend parler. Et moi, c'est vrai que j'avais par exemple une professeure d'histoire, je m'en rappelle, qui me faisait un peu la misère. Elle n'était pas spécialement méchante avec moi, mais elle sentait bien que j'étais pas présente pendant ces cours. J'étais présente physiquement, mais j'étais pas là. Et un jour, elle m'a dit, mais de toute façon, c'est pas comme ça que tu rentreras en prépa. Comme si tout le monde voulait rentrer en prépa ou en école de commerce. Et moi, je sais pas, je me suis sentie super puissante en lui disant, mais moi, je m'en fiche, je veux pas aller en prépa, moi, je veux faire de l'art. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce que en disant ça, en fait, je me sentais m'affirmer, et je sentais que c'était vraiment ce que je voulais et que j'étais pas à ma place et que je me dis, il me reste plus qu'un an à tirer et puis je m'en vais et puis voilà, on n'en parle plus. Mais bon, là, j'ai réussi à avoir mon bac avec mention, donc je me suis bien dépatouillée finalement et j'ai fait une prépa d'art du coup en sortant du lycée parce que je voulais pouvoir me mettre à niveau aussi par rapport aux autres qui avaient fait des bacs où il y avait de l'art de façon plus affirmée dans leur cursus. J'avais quand même fait une option d'art au bac parce que je pouvais pas laisser filer ça quand même. Mais voilà. Et justement, quand tu rentres à l'école, est-ce que tu as encore cette idée de faire du stylisme un peu comme des robes de princesse, ou tu as déjà envie de pouvoir porter dans la vraie vie davantage ce que tu vas créer? Alors j'étais encore, du coup, je suis revenue un peu à cette idée de haute couture en entrant à la prépa. Parce que tout paraît tellement possible quand tu commences comme ça tes études, tu as l'impression que le monde est à toi, tu peux tout faire. Et là, la prépa, c'était pour moi déjà une année où j'allais être plus, j'allais pouvoir m'épanouir vraiment, tester à tout et voir un peu vers si je voulais toujours me diriger vers ça ou pas. Mais en tout cas, c'était toujours mon idée quand je suis rentrée dans cette prépa. Donc c'était l'atelier de Sèvres. Et j'ai fait moins d'un an parce que à partir du mois de janvier, il fallait travailler les concours. Et moi, j'ai rapidement pas eu les concours. Donc, à partir de février, j'allais plus en cours et j'étais plus à la prépa, quoi. Mais en tout cas, ça m'a laissé une année pour confirmer ce que je voulais faire. Donc, ça a été un peu dur aussi parce qu'on est énormément d'étudiants. On veut tous faire des choses assez différentes finalement parce que dans l'art, l'art c'est assez vaste. Et du coup, je me suis pas sentie vraiment accompagnée malheureusement dans mon projet. J'ai pas eu l'impression d'avoir été... j'ai l'impression qu'on nous dévalorisait plus qu'on ne nous valorisait en fait dans ce qu'on créait
pour nous pousser, mais moi ça marche pas quand on me pousse en me dévalorisant, j'aime pas ça du tout. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, tu dessines et qu'est-ce qui... On peut rapidement te dire que c'est moche ou que ça vaut rien. Et Dans ces termes-là. Que c'est kitsch, oui. Ok, ouais. Donc c'est assez jugeant. En tout cas, quand j'y étais, c'était comme ça. Et bon, moi je l'ai pas super bien vécu. Donc c'est pour ça aussi que les concours, je les ai pas... Je pense déjà, c'était des concours publics, donc pour entrer dans des écoles publiques comme les arts décoratifs, ou voilà, d'autres écoles publiques d'art. Et du coup, moi, voilà, j'ai vite eu aucun concours et j'étais résignée à rentrer dans une école de mode privée, du coup. Je me suis dit, de toute façon, il y a 1000 chemins pour arriver là où je vais arriver. Donc voilà. Et du coup, comment t'as rebasculé vers quelque chose de plus prêt-à-porter? Alors ça s'est fait, je pense, la première année de mon école de mode, du coup. Donc je suis rentrée à l'atelier Chardon-Savard directement en deuxième année, comme j'avais fait une prépa. Et c'est au cours de cette année que j'ai vu ce qui me plaisait, en fait, finalement, et que le côté trop créatif ça fait rêver, mais ça me paraissait pas assez concret, en tout cas. Et ça me paraissait pas atteignable. Comme je disais, en tout cas, je me sentais pas de me diriger là-dedans. C'était trop, même, pas sans... Parce qu'à un moment, je voulais vraiment créer ma marque de haute couture. Voilà, ça, c'est quelque chose à laquelle on pense quand on pense à la mode, quand on est plus jeune. Ouais. Et même travailler juste dans ce milieu, ça ne m'intéressait plus vraiment. J'avais vraiment envie de me diriger plus vers des maisons de luxe ou haut de gamme, mais pas, plus haute couture. Et ça s'est confirmé aussi quand j'ai commencé moi-même à vouloir dessiner des vêtements qui n'étaient pas des vêtements du tout de haute couture, mais plutôt des choses très portables. Je n'arrivais pas à dessiner ça ne me plaisait jamais quand c'était trop voilà, trop je sais pas comment expliquer, mais voilà, j'avais envie de rester dans quelque chose d'épuré, de construit, voilà. Revenir à la simplicité un petit peu. Voilà. Il y a quelque chose dans lequel tu te projetais peut-être aussi. Voilà, aussi, oui, mais complètement, oui. Et oui, ça s'est confirmé. Et oui, au fil même on a fait la première année, on a fait un premier défilé, donc en groupe. Et la première année, du coup, ça correspond à la deuxième année. Mais même là, dans le groupe, donc, on avait fait des choses c'était très coloré, très bizarre, je sais pas si on peut dire ça comme ça, avec un tissu très spécial aussi. C'était du non tissé, donc je sais pas si tu vois ce que c'est, mais en gros c'est entre le papier et le tissu, la matière. Donc on est vraiment parti dans des choses hyper créatives et je me retrouvais pas et j'étais pas fière de ce que je faisais et j'aimais pas. Donc oui. Ça a été, du coup ça a été un peu dur ça à l'école, c'est de passer de j'ai envie de faire beaucoup de choses créatives, donc d'essayer plein de choses. Ah, mais en fait, non, ça me plaît pas de faire des choses aussi créatives. Donc, j'avais besoin d'un entre-deux où on me laissait quand même faire ce que j'aimais sans que ça ne corresponde plus à ma forme. Parce qu'il y a plein de choses qu'on m'a fait faire que je trouvais qui ne me correspondaient pas et voilà. Et ça t'a aidé quand même, du coup, oui. Le fait de les faire, à savoir bien ce qui te plaisait ou ce qui te plaisait pas. Il faut passer par là puis il faut pousser à bout ses idées justement pour pouvoir se rendre compte que non, c'est trop, il faut revenir à quelque chose de plus simple. Voilà. Et suite à ça, comment est arrivé le virage plutôt vers la slow fashion? Au quotidien, moi, l'environnement me pose question, m'intéresse. La protection de l'environnement est un sujet qui m'intéresse, des animaux aussi, tout ce qui touche aux animaux, j'adore les animaux, donc ça me tient vraiment à cœur. Et du coup, j'avais pas vraiment pensé à tout ça pendant l'école. J'y ai pensé vraiment quand il a s'agi de réfléchir à ma marque, à ce que je voulais faire si je crée une marque. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux faire fabriquer à l'autre bout du monde et que mes produits soient pas forcément très chers, mais que voilà. Ou est-ce que je veux continuer à rester dans mes valeurs et proposer quelque chose de plus cher, mais de plus qualitatif et de respectueux, quoi, de l'environnement, de l'humain, etc. Et finalement, oui, cette question s'est posée
très tard par rapport à mon processus de réflexion de ce que je voulais faire de ma vie. Mais c'est qu'au moment où j'ai voulu créer ma marque que ça m'est venu comme une évidence. En tout cas, c'était une évidence. Bah, c'est génial. Et par rapport justement à cette année un petit peu, quand tu es sortie de l'école et juste avant que tu montes les Sauvagenes, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette année d'entre-deux? Parce que c'est pas forcément quelque chose dont j'ai souvent entendu parler. Non pas que ça n'existe pas, parce que ça existe finalement beaucoup. Des gens qui prennent des breaks dans leur vie professionnelle, leur vie, même leur vie créative pour lancer après un autre projet. Mais je trouve qu'on a peu de retours d'expérience sur comment ça s'est passé, cette période un peu d'incubation de projet? Bah, déjà, en fait, au départ, c'était pour me laisser le temps, à la fois d'être sûre que je voulais vraiment lancer donc ma marque et voir s'il n'y avait pas peut-être un entre-deux où je pourrais éventuellement travailler pour une autre marque et en étant vraiment épanouie. Il y avait cet entre-deux et il s'est vite trouvé que finalement, bon, il n'était pas question de travailler pour une autre marque et qu'il était temps pour moi de lancer mon projet et que j'étais au début de ma vie et que j'avais rien à perdre en fait. C'est surtout ça qui m'a motivée. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre, c'est maintenant ou jamais. Donc cette réflexion, elle est arrivée, tu t'es dit, je veux pas perdre de temps finalement à travailler Voilà. pour quelqu'un d'autre. C'était quelque chose Alors, c'était pas vraiment une perte de temps, mais Oui, en d'accord. tout cas, pour moi, c'était vu comme une grosse contrainte et de perte d'énergie un peu. De me dire, tout ce que je pourrais faire pour moi, là, je le fais pour une autre marque et j'ai plus l'énergie de le faire pour moi après. Et aussi, je voulais pas rentrer dans le confort de se dire, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, donc c'est plus dur de quitter ça une fois qu'on l'a connu que, bon, là, je sortais de mon stage. J'avais pas, voilà, c'est pas un salaire de stagiaire qui nous fait regretter quoi que ce soit. Mais j'avais assez de ressources financières pour pouvoir justement ne pas m'inquiéter de ça la première année et me dire, bon, je me laisse... je devais pas me laisser un an, hein. Il n'était pas prévu que je me laisse un an. Moi, si ça avait pu durer que 3 mois, mais c'est que j'ai pas trouvé, j'avais pas la pulsion tout de suite de montrer au grand jour déjà ce que moi je voulais faire, parce que ce qui a été le plus dur, c'est de partager ça autour de moi déjà, à ma famille, à mes amis et au cercle un peu plus lointain. Ça a été aussi ça qui a fait que ça a pris du temps, de me sentir légitime de le faire aussi. Ça a été très long. Et bon, comme je te le disais, j'avais besoin d'avoir l'impression d'apprendre des choses avec les formations du soir sur l'entrepreneuriat, me rassurer, me sentir capable. Et évidemment, il y a eu tout ce processus de me dire qu'est-ce que je fais, pour qui, comment, avec quelle matière, par où commencer. Parce que c'est très intéressant, parce que finalement, tu me parles d'une période où là, donc les dernières minutes, les dernières choses que tu viens de me dire, c'est vraiment, je sais que je vais créer ma marque. Le seul problème finalement, c'est comment je passe à la réalisation. Voilà. Et du coup, tu disais au début que cette année t'a aussi permis de confirmer que tu voulais faire ça. Au bout de combien de temps après, quand t'as été diplômée, quand t'es sortie de ton stage, au bout de combien de temps tu t'es dit c'est vraiment ça qu'on va faire? Je saurais pas dire. Il n'y a pas eu de jour au lendemain où je me suis dit c'est bon, j'enfile mes chaussons et je vais. Non, ça n'a pas du tout été comme ça. Ça s'est fait assez naturellement finalement. Quand je voyais, mine de rien, je faisais quand même de la veille sur les offres qu'on me proposait. Je voyais rien d'intéressant. Et puis, même les peu de choses que je trouvais peut-être intéressantes, ça me donnait pas autant envie que moi, mon projet. Et je pense que ça n'a pas pris énormément de temps. En fait, au fil aussi de mes cours dans l'entrepreneuriat, ça a confirmé. Mais je pense qu'au bout de 3-4 mois, je savais vraiment que c'est ce que je voulais faire. Mais comment et à quel moment je me lançais, ça, c'était vraiment plus compliqué.
Mais je crois qu'il y a eu un assez gros battement entre le moment où, par exemple, j'ai commandé le tissu que je voulais et le moment où j'ai commencé à coudre et à faire coudre mes vêtements. Par exemple, là, il m'a fallu un déclic. Et, et mon déclic à ce moment-là, c'était justement, j'avais été suivie. Donc, j'avais fait donc pendant cette année, j'avais, comment dire, intégré un pépite. Ouais. Alors, donc, j'avais le statut pardon, d'étudiant entrepreneur. Donc, ce qui me permettait de garder mon statut d'étudiante même quand j'étais plus étudiante. Donc, j'avais tout ce qui était sécurité sociale, étudiante et tout. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis moi, voilà, je me sentais encore étudiante, donc je me sentais en sécurité. Et, ça aide. Ouais, oui, oui. Et donc, j'ai réussi à avoir un accompagnement par ce biais-là. Donc, un mentor, j'ai demandé un mentor. Je ne l'ai pas choisi, mais j'ai demandé un mentor et je me suis retrouvée face à une femme qui ne comprenait pas du tout ce que je voulais faire. Dans le sens où elle n'était pas du tout dans cette idée de consommation responsable. Elle avait cette idée de la mode, elle, où il fallait acheter le plus de vêtements possible. Elle avait à peu près une cinquantaine, soixantaine d'années. Et elle n'était pas du tout sensibilisée à l'environnement. Et donc, quand je lui parlais de mon projet, elle a l'impression de parler à un mur où je parlais pas la même langue qu'elle. Et en fait, ça m'a motivée, alors c'est fou, hein, mais ça m'a motivée à lui montrer ce que je voulais vraiment faire et à me mettre des deadlines. Elle m'encourageait à me mettre des deadlines, même si elle comprenait pas trop mon projet et qu'elle trouvait ça complètement absurde. Elle me faisait mettre des deadlines pour justement avancer et lui prouver que mon projet tenait la route et que c'était possible de créer tout ça et que ça existerait et que je le ferais. Et donc en un mois, là, un mois et demi, je pense, c'était à peu près dans ces eaux-là. On était peut-être je sais plus à peu près, mais bon, je me suis lancée en juin et c'était vers mi-avril, à peu près par là. Et on s'était dit, bon, bah, dans un mois et demi, je fais une soirée de lancement. Et j'avais pas encore cousu les vêtements, j'avais à peine, j'avais eu le tissu, mais je savais pas exactement ce que j'allais en faire à ce moment-là. Voilà, et donc en un mois et demi, il a fallu que hop, je me réveille et que voilà, et il me fallait ce déclic-là, je pense, pour avancer, pour avoir le courage de me lancer vraiment et d'enfin partager mon projet, ce que je voulais faire. Mais ça n'a pas été simple. Hein. J'imagine, du coup, tu t'es piégée en fait. Je me suis piégée, ouais. Mais il fallait ça. Mais ça a été dur, hein, parce que je me rappelle de voir cette femme et de me dire, mais elle comprend rien. Comment je vais faire pour lui faire comprendre et comment moi aussi, il faut que je me persuade du coup que... Enfin, je pensais que... Enfin, je savais que c'est ce que je voulais, mais en voyant quelqu'un comme ça qui ne comprenait pas, je me disais, mais si elle ne comprend pas, il y aura plein de personnes qui ne vont pas comprendre et il va falloir que je me magne un peu pour me lancer parce que, voilà, je ne pouvais pas rester dans cette incertitude pendant... Voilà, ça allait bientôt... Ça faisait déjà un an, pratiquement. Enfin, ça faisait déjà un an que j'avais fini mon stage. Donc, il était temps, là. Ouais, en un mois et demi, tu as tout déclenché. Quoi. J'ai fait les événements, un événement Facebook, j'ai créé mon compte Instagram, je pense qu'il doit dater de avril, mon compte Instagram. Enfin, je l'avais déjà créé, mais mon premier post, c'était en avril. Et voilà. Et j'ai commandé mes étiquettes, tout. C'est quoi, du coup, les plus grandes difficultés auxquelles tu as eu à faire face pour l'instant depuis 2 ans sur les Sauvages Jeunes? Les difficultés, finalement, c'est surtout des difficultés financières. Ouais. Parce que j'ai commencé donc avec le minimum possible. J'ai essayé de proposer donc des vêtements de qualité, mais en essayant de rester dans un budget quand même, surtout en créant le moins de pièces possible aussi, mais quand même suffisamment de taille, comme on en parlait, pour pouvoir satisfaire le plus de personnes possible. Et ça a été un peu dur parce que on a envie de faire des vêtements avec, je sais pas, plein de détails, plein de boutons, plein de trucs. Enfin, moi, c'est pas forcément ce que je recherchais, mais je veux dire, parfois, on imagine un vêtement et on se rend compte que financièrement, c'est pas possible parce que ça va revenir trop cher. Donc, on se retrouve à chercher des solutions pour justement que le vêtement, il soit beau, il soit agréable à porter, avec des belles matières, sans que ça
voilà, sans qu'on se retrouve endetté jusqu'à... Parce que il faut les vendre après derrière les vêtements aussi. Donc, c'est un risque d'engager de l'argent et de ne pas avoir de retour. Oui, parce que financièrement, de toute façon, sur le vêtement, tu t'avances le prix des stocks, t'avances tout avant. Tout, et avant, du coup, tes premières ventes, t'avais tout avancé, quoi. J'avais tout avancé, ouais. J'avais tout avancé et bon, j'avais fait attention, justement. J'avais commencé par un petit budget où je faisais pas beaucoup de pièces et où, voilà, mais c'est vrai que quand j'ai fait faire... donc, j'ai fait tous mes prototypes et après, j'ai fait fabriquer parce que, en 1 mois et demi, j'avais pas le temps de faire... tout ce que je voulais pour ma soirée de lancement. Donc là, j'ai travaillé avec une première modéliste freelance. Et quand j'ai vu la facture, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas rien. Bon, il faut que... maintenant, il faut que je vende. Faut que je vende, faut aborder le marketing parce que là, j'étais que dans la créa. J'avais pas encore toute cette idée de comment proposer comment donner envie aussi avec des vêtements parfois. J'ai des personnes qui me disent mais vous faites des vêtements simples, très simples. Donc, mais oui, mais c'est là tout l'enjeu, c'est de faire des vêtements simples avec des coupes particulières et qu'on peut porter avec tout et qui durent dans le temps. Et voilà, je misais aussi là-dessus. Et malheureusement, parfois, les gens ne comprennent pas encore tout ça. Mais bon, ça dépend des mentalités. Ça, c'est de l'éducation. De toute façon, tu peux pas être aimé de tout le monde. Ah, bien sûr. Et puis, c'est une question de goût aussi. Hein. Oui, complètement. Voilà, donc c'est vrai que ça s'est fait très vite. Ça a été un peu l'étonnement autour de moi, du coup, que ça aille aussi vite d'un coup, alors que ça faisait des mois que j'étais en réflexion. J'imagine. Et comment, du coup, tu as ouvert ta boutique en janvier 2019, où on est actuellement. Ouais. Et du coup, comment, de cette marque, du coup, qui était d'abord... principalement sur de la vente digitale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le pas de la boutique, sachant que ça en plus, j'imagine, des frais. Oui. Ouais. Déjà, je me suis dit que puisque j'en étais arrivée à créer ma marque, j'avais d'excellents retours. J'ai fait des pop-up aussi où en direct, évidemment, ça se vend mieux qu'en ligne. Et aussi, on me réclamait beaucoup, on me demandait souvent, mais vous êtes situé où est-ce qu'on peut retrouver vos vêtements, etc. Et ça m'a encouragée. Et autre chose, c'est que j'en pouvais plus de travailler chez moi. J'imagine. J'en pouvais plus. Je manquais de place. Puis voilà, je ne sortais pas de chez moi le matin pour aller travailler. Je restais chez moi et c'est vrai que ça, c'était un peu dur de pas me sentir me sociabiliser, même... d'avoir un rythme vraiment défini par un endroit où je vais. Là, je me retrouvais avec un rythme un peu aléatoire en fonction de mon humeur aussi, parce que c'est pas hyper sympa de se retrouver à bosser chez soi. Parfois, je me dis, je reste en pyjama ce matin, puis on verra plus tard. Mais voilà, ça m'a beaucoup poussée. Et aussi mon envie du coup de faire des ateliers, ça a joué là-dedans parce que je voulais pouvoir accueillir des gens et leur parler de la mode éco-responsable, éventuellement faire des sortes de petits ateliers de stylisme, d'upcycling, voilà, de couture, des choses comme ça. Ça a joué aussi parce que chez moi c'était pas possible et j'avais envie d'avoir un endroit où je pouvais faire ces 3 choses-là, donc vendre mes vêtements, qu'on puisse venir les essayer, travailler dans mon arrière-boutique et aussi proposer des ateliers. C'est ce dernier point que je voulais aborder avec toi, que je trouvais, comme je te disais quand je suis arrivée, super intéressant, c'est que donc tu as fait les choses très 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 rapidement. Donc tu sors de l'école, tu montes ta marque et finalement, rapidement, tu te mets à vouloir transmettre des choses sur le milieu de la mode. Et c'est pourquoi tu fais des ateliers. Donc moi j'avais participé à un atelier de stylisme qui était vraiment très chouette. Et depuis tu en as ouvert des nouveaux. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ces ateliers, d'autant que tu as déjà une marque, donc en plus tu as un site à gérer, tu as ta communication digitale et maintenant tu as un lieu. Donc j'imagine que c'était pas le travail et les opportunités de se rajouter des choses à faire qui manquaient. Alors pourquoi ça en plus ?
Bah, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. À un moment, je pensais le faire avec des enfants quand j'étais encore chez moi et j'avais imaginé un atelier comme ça parce que, en fait, moi-même, quand j'étais. Je n'en ai pas parlé, mais voilà, j'ai oublié un petit moment de ma vie aussi que j'avais bien Ça aimé. arrive. Enfant, en fait, j'ai participé à un atelier de stylisme pour un anniversaire. Et là, j'étais encore plus petite, je devais avoir 6 ans, à tout casser. Et on avait fait un atelier comme ça, on habillait des petites figurines. Alors, c'était vraiment hyper mignon, il n'y avait rien de très compliqué, mais ça m'avait marqué. Et je me suis dit, et au départ, j'avais pensé à des ateliers pour les enfants. Et je m'étais dit, bah tiens, ça serait sympa quand même de proposer ça pour faire découvrir le métier de styliste, voilà, avec des enfants. Et je trouvais ça sympa et finalement bah, ça s'est pas fait parce que bah, j'avais ni l'endroit ni l'opportunité de le faire à ce moment-là et ça m'est resté en tête et j'ai repensé aussi à des ateliers que moi, auxquels j'avais participé quand j'étais au lycée, justement. Les samedis, avec des copines, on s'était inscrit à des ateliers de stylisme. Et j'avais adoré ça. Enfin, voilà, c'était mon bol d'air, justement, par rapport au lycée, à mes études, à mes matières mathématiques, français et compagnie. Voilà, c'était mon petit bol d'air. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis dit, bon, alors j'ai adoré participer à ce genre d'atelier. Est-ce que ça serait pas intéressant que moi je partage aussi ma passion, euh, mes connaissances, et voilà, et aussi peut-être en profiter pour sensibiliser les gens à la mode éthique. Ça, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant. Donc ça s'est fait comme ça. C'est l'envie de transmettre et de partager, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Ça répond à tes attentes? Oui, pour l'instant, j'ai eu des super bons retours, donc je suis très heureuse. Euh, Maintenant, là, j'en suis qu'au début, donc je ne sais pas encore vers où ça va me mener. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer, ne serait-ce que pour garder le lien avec d'autres gens, des gens qui ne sont pas forcément du milieu, mais que ça intéresse. Je trouve ça hyper... enfin, c'est hyper intéressant de discuter justement avec d'autres personnes de la mode et de leur vision de la mode, finalement. Et, et oui, et puis voilà, je crée, fédérer comme ça un petit groupe, peut-être même pour qu'on se refasse, qu'on aille se boire des verres ou des choses comme ça, si jamais voilà, il y a un lien qui se crée, je trouve ça intéressant de pouvoir faire ça. C'est une invitation, je suis Oui, d'accord. c'est une invitation. Et si je voulais quand même parler en fait, c'était une fausse intro tout à l'heure, c'était pas du tout le dernier point que je voulais aborder. Je voulais savoir si tu pouvais partager un petit peu plus de choses aussi sur comment tu crées. C'est-à-dire que on avait parlé aussi de la saisonnalité que toi tu respectais pas forcément. Voilà. Alors en fait, moi je travaille au feeling, on va dire. C'est-à-dire que je vois en fonction de ce que j'ai déjà dans mes stocks, parce que mon but, c'est pas de surproduire. Donc, de ce que j'ai dans mes stocks, de la demande des clientes, dans le sens où si je vois qu'une cliente rentre et me dit « Ah, mais il vous manque des petits hauts longs, moi, vous avez que des petits hauts courts, c'est dommage, etc. » On en discute et c'est intéressant aussi de créer en fonction des retours que j'ai. Mais surtout, donc, voilà, je fais au feeling. Ma première collection, je l'avais faite en avril pour l'été. Et d'ailleurs, il me reste quelques pièces encore de cette collection. Et mon but, justement, c'est que ces collections durent dans le temps. Donc, je les laisse dans ma boutique tant qu'elles ne sont pas... sold out, voilà. Ce sont des pièces qui sont pas reconduites, donc je ne les reproduis pas. Mais en revanche, pour moi, ce sont des pièces intemporelles. Donc d'une saison à l'autre, je ne vais pas les jeter ou les solder à des prix ridicules, parce que c'est pas du tout le but. Le but, c'est justement d'être dans la mode durable. Donc cette idée de collection, pour moi, est pas vraiment... je ne travaille pas en collection, vraiment. Ou alors, quand c'est des collections de 4-5 pièces maximum, où on va retrouver une petite veste, un petit haut, un petit pantalon, mais qui ont une petite histoire entre eux, qu'on peut comment dire, qu'on peut rattaché, lié par les inspirations qui m'ont mené à les créer. Mais en tout cas, les pièces entre elles, normalement, matchent
d'une collection à l'autre, c'est aussi le but, c'est que moi, au fur et à mesure, je complète un peu ce que j'ai en stock dans la boutique et en fonction de mes inspirations, de mes idées, etc. Je travaille beaucoup comme ça parce que je respecte mon rythme déjà de travail parce que sinon c'est pas tenable, des collections tous les 3 mois, je peux pas, même toutes les semaines comme certaines grosses industries le font, moi je ne peux pas. Et aussi de respecter les stocks parce qu'à quoi ça sert de produire quand déjà en stock on a suffisamment de pièces, voilà, et de pas faire des pièces semblables les unes aux autres. Le but c'est vraiment d'avoir des modèles quand même différents et qui se complètent comme je disais. Et justement, pour la partie création, pure création, donc là, on disait, tu me disais que tu aimerais peut-être rajouter du coup une robe pour cet été. Comment tu vas procéder pour la créer ? Alors, ça dépend. Parfois, je peux partir donc d'une inspiration d'un artiste, d'un film que j'ai vu. Il y a plein de façons de s'inspirer d'une photo ou d'un style des années d'époque qui reviennent d'ailleurs beaucoup à la mode. On voit beaucoup de... Mais du coup, au début, est-ce que c'est d'abord j'ai envie de faire une robe, alors je me mets à chercher des choses, ou c'est plutôt j'ai vu quelque chose, ça m'a fait penser que je le verrais bien en robe? Alors ça dépend, c'est pas constant. Là, en l'occurrence, pour ma robe, j'avais besoin de me faire une robe dans la collection. Donc là, oui, là j'ai pensé à une robe et après j'ai réfléchi quelles inspirations je voudrais pour cette robe. Mais quand je travaille en collection de 3, 4 pièces, 5 pièces, dans ce cas-là, là je pars d'une inspiration et je me dis qu'est-ce qui va m'amener à faire la collection comment partir d'un artiste, d'une photo ou mélanger plusieurs idées comme ça et arriver à faire quelques pièces. Et après, ça peut, l'inspiration, ça me permet de trouver des formes, des détails, des couleurs. Enfin voilà, je travaille comme ça, mais je travaille jamais de la même façon. C'est bizarre. Hein. J'ai pas encore de comment on peut appeler ça? De rituel, voilà, j'ai pas de rituel pour l'instant. Je sais pas, je disais ça plus pour enrichir un petit peu pour que tu puisses développer, mais je suis pas certaine que ce soit souhaitable pour tout le monde d'avoir des rituels. Si ça se trouve, c'est ta manière, ton rituel finalement, c'est de te laisser porter. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant ce que tu disais sur respecter son rythme. Enfin, c'est quelque chose, je pense, que j'ai jamais, pour ainsi dire, entendu dans le monde du travail, et je trouve ça très intéressant parce que en fonction tu vas pouvoir modeler ton mois, ta semaine, tes journées en fonction de comment tu le sens. Même les ateliers en soi, c'est très intéressant, j'imagine, tout ce que tu fais, tout ce que ça t'apporte. Et en même temps, le jour où tu peux plus parce que tu dois mettre les bouchées doubles sur un gros projet, il dure jusqu'à présent, en tout cas moi celui que j'avais fait, c'était sur deux matinées, deux créneaux horaires dans 2 matinées sur 2 semaines, quoi. Et tu peux sur un cycle court, tu peux changer, quoi. Bien sûr, oui. Puis de toute façon, je vois à peu près à l'avance. Mes ateliers, je les prévois pas 2 mois à l'avance. Je regarde peut-être 1 mois. Sur le mois, en fait, je travaille surtout au mois et je vois mois par mois, en fait. Par exemple, là, j'ai pas commencé, mais il faut que je recommence à regarder vraiment sérieusement. J'ai commencé la première partie de mon mois d'avril, mais j'ai pas encore regardé la deuxième partie. Donc en fait, je travaille comme ça en me disant là, dans les 2 semaines qui arrivent, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je travaille beaucoup avec des to-do list et puis avec un bullet journal là. Oui. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Avec toutes les tâches, donc dans le mois, mes objectifs aussi bien professionnels que personnels, parce que le but c'est quand même que je m'épanouisse aussi dans ce que je fais. Et comme ça, en fait, j'arrive à me fixer, donc si je fais une robe là sur ces 2 semaines, je vais peut-être pas faire d'atelier parce que je vais devoir aller chercher mon tissu. Je vais pas pouvoir faire tout exactement. Donc voilà, je me fixe un peu comme ça. Et aussi en fonction, moi, de comment je le sens. Est-ce que là, je le sens de faire un atelier? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'attendrai pas le mois d'après? Voilà, je fais un peu comme ça. Et puis en fonction des demandes, évidemment, si on me demande que j'ai des réclamations pour un atelier, je vais le faire. Oui. Ce serait dommage. Oui, ce serait dommage de dire non. Ça à côté. Et du coup, j'avais une dernière question.
presque dernière question, avant-dernière question, allez, Ouais. soyons réalistes. Ouais. Est-ce que le projet, l'aventure des Sauvageonnes te plaît comme au premier jour et comment ça change justement ce rapport à ce projet-là? Parce que j'imagine très bien, comme de la même manière qu'un salarié va finalement sur son lieu de travail, alors c'est un petit peu différent parce que c'est pas forcément lui le créateur de l'entreprise, mais ça doit être parfois comme un salarié qui n'a pas envie de se lever pour aller au boulot, ça doit t'arriver. Il doit y avoir des moments où le projet, t'as moins envie, t'es moins attaché, tu te reconnais moins là-dedans. Et j'aimerais savoir comment, du coup, ces 2 ans en compagnie du projet, tu les vis, tu les traverses. Bah, c'est vrai que oui, il y a des jours où comme un employé lambda, j'ai pas envie de me lever le matin pour aller bosser. Mais ça dépend surtout des projets sur lesquels je suis. Je pense que les ateliers, justement, ça a permis parce que ça faisait déjà plus d'1 an que j'avais ma marque, donc j'ai ouvert ma boutique à 1 an et demi. Donc les ateliers, ça a permis d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle motivation. Ce que j'aime aussi dans le fait de travailler dans cette boutique, et la boutique a elle aussi donné un nouveau souffle à mon projet, c'est de pouvoir accueillir d'autres créateurs et puis de travailler aussi avec d'autres créateurs de temps en temps. J'ai la créatrice des mécaniques douces qui vient souvent travailler avec moi, donc on se fait des petites sessions de coworking dans mon arrière-boutique, c'est assez motivant. Mais c'est vrai que ça dépend vraiment des projets. C'est quand je suis dans une phase où je viens de créer, j'ai fini de créer, c'est toujours un petit creux parce que il faut passer à tout ce qui est marketing. Moi, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. C'est plus d'imaginer le vêtement, puis de commencer à voir comment ça match. Est-ce que mon idée par rapport à la réalité est faisable, possible? Est-ce que j'arrive à ce que j'attendais? Et ça, c'est vrai que ça, c'est très, très stimulant. Mais oui, comme tous les employés, je pense qu'il y a des jours où c'est un peu moins sympa. Mais bon, voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'il ne tient qu'à moi, justement, de faire évoluer ça. Et je pense que le projet tel qu'il est ne restera pas comme ça figé. En tout cas, ça évoluera. Et j'essaye en ce moment, je lance un appel. Je cherche, je commence à faire des recherches pour avoir un ou une stagiaire avec moi de temps en temps, justement, 1 ou 2 mois par-ci par-là. Je vais voir, je sais pas trop encore, mais justement pour moi aussi me stimuler, parce que travailler à plusieurs, c'est plus stimulant. Et voilà. Donc ça, c'est important pour moi, je trouve, de pouvoir travailler en équipe, même si je suis toute seule sur le projet pour l'instant. Et c'est ce qui me motive un peu en ce moment-là, qui me booste. Et justement, en voyant un petit peu plus loin, de quoi tu rêves pour les Sauvageonnes? Mais ça va paraître un peu bizarre, mais j'ai pas de... je suis satisfaite. En fait, j'aimerais que ça reste comme ça, mais que je puisse vraiment gagner ma vie pleinement avec mon projet. Mais je suis heureuse que ça soit à petite échelle. J'ai pas forcément envie de le développer comme une grosse machine du tout. J'ai envie peut-être de travailler avec quelques employés, pouvoir avoir une équipe avec moi. Évidemment, ça serait plus sympa. Mais rester comme ça et juste réussir vraiment à gagner ma vie, ça me suffirait et j'en serais très très heureuse. Et sinon, qu'est-ce que je peux... Non, ouais, j'ai pas de... C'est marrant, je me vois pas vendre. Pour l'instant, en tout cas, je me vois là, pour l'instant, bien. Et je ne sais pas. C'est très bien. Je ne sais pas. Affaire à suivre, alors. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Léa. Merci, Alice. En sortant de la boutique de Léa, je suis encore dans notre conversation et je me demande comment nous, les hommes et les femmes qui consommons des vêtements, on ressent le poids du conformisme lorsqu'on s'habille. Que ce soit lié aux tailles, aux coupes, aux styles, aux matières, aux marques, aux magazines ou aux réflexions que l'on s'entend dire en société. Ton avis m'intéresse et je te donne rendez-vous dans les commentaires de l'article que tu peux retrouver dans les notes du podcast pour en discuter. Tu pourras aussi y retrouver toutes les informations sur les Sauvageonnes et sur Léa. Abonne-toi pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode. Merci beaucoup pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Passe une très bonne journée et n'oublie pas de sourire dans le métro.